Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 16 septembre, je vous propose tout d'abord de revenir sur le sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique qui s'est tenu la semaine dernière dans l'archipel des îles Salomon. Nous resterons ensuite dans le Pacifique pour revenir sur le 50e anniversaire de l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'occasion de revenir sur un projet de traité bilatéral de sécurité entre l'Australie et son ancienne colonie. Nous reviendrons ensuite sur la situation politique au Népal, où les manifestations réprimées dans le sang ont mené à la nomination d'une nouvelle première ministre par intérim, chargée de diriger un gouvernement de transition en attente des prochaines élections. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique à Hong Kong, où le Parlement de la région administrative spéciale a rejeté le projet de loi visant à accorder une reconnaissance limitée à certains couples homosexuels liés par des unions civiles. Le sommet annuel des dirigeants du Forum des îles du Pacifique s'est conclu vendredi dernier à Honiara, capitale des îles Salomon, après 5 jours de discussion entre les représentants des 16 pays insulaires du Pacifique ainsi que de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le sommet s'est tenu en l'absence notoire des pays non membres et notamment des États-Unis, de Taïwan et de la Chine, une initiative du Premier ministre des îles Salomon, Jeremiah Manele, proche allié de Pékin dans la région. Honiara a précisé que cette décision avait pour but de permettre aux pays membres de se consacrer entièrement aux discussions sur les réformes internes de l'organisation, mais des commentateurs ont estimé que la décision visait plutôt à éviter une dispute entre Taïwan, qui participe à certaines activités du forum depuis 1993 en tant que partenaire de développement, et la Chine, qui cherche à utiliser son influence sur le gouvernement salomonien pour tenir Taïwan à l'écart de l'événement. Car en tant que partenaire de développement du Forum, Taïwan organise généralement des réunions de dialogue avec le secrétariat du Forum en marge du sommet. Le sommet de cette année était aussi marqué par la coupe massive des financements américains pour le Pacifique par le président Donald Trump. Les dirigeants ont d'ailleurs signé, lors du sommet et après de longues années de négociations, le Pacific Resilience Facility Treaty, qui met en place le premier fonds climatique dirigé par le Pacifique et qui vise à financer des projets pour renforcer la réponse aux catastrophes naturelles et aux conséquences du changement climatique. Une initiative qui doit venir compenser, au moins partiellement, l'insuffisance du financement climatique dans la région du Pacifique. Le président salomonien a aussi rappelé que les pays du Pacifique étaient les premiers à subir les conséquences du changement climatique, tout en faisant partie de ceux qui y participent le moins. Les dirigeants ont aussi soutenu la candidature de l'Australie pour la COP31, qui est en fait une co-candidature avec le Pacifique, malgré certaines critiques sur les engagements de Canberra en matière environnementale. La question de la sécurité a aussi été abordée, notamment avec l'adoption d'une déclaration de paix de l'océan Pacifique bleu, visant à promouvoir la paix et la sécurité dans un contexte de tensions géopolitiques et de lutte d'influence dans la région. Le communiqué conjoint publié le dernier jour des discussions a également mentionné la situation en Nouvelle-Calédonie, prenant note des discussions en cours sur l'accord de Bougival et encourageant un dialogue soutenu et inclusif entre toutes les parties prenantes en vue d'une transition politique pacifique. Enfin, les dirigeants se sont mis d'accord pour confier à la Nouvelle-Zélande la responsabilité d'accueillir, après les Palaos l'année prochaine, le sommet des dirigeants du Forum en 2026. La Papouasie-Nouvelle-Guinée célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de son indépendance, un accomplissement de taille pour ce pays multiethnique qui compte plus de 800 langues et autant de cultures différentes. Le pays, qui a été administré pendant 60 ans par l'Australie, a obtenu son indépendance en 1975 en tant que royaume du Commonwealth et garde encore à ce jour le roi d'Angleterre comme son chef d'État officiel. Le roi Charles III était donc représenté par le prince Édouard lors de la cérémonie de levée du drapeau organisée aujourd'hui à Port Moresby, en présence également de plusieurs dirigeants étrangers et notamment du chef de l'ancienne puissance coloniale, le Premier ministre australien Anthony Albanese. L'Australie s'est engagée à financer la construction d'une nouvelle aile ministérielle pour le Parlement national du pays, ce afin d'investir, selon le Premier ministre australien, je cite,
dans la démocratie et la souveraineté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui bénéficiera aux générations futures. Notons que la Papouasie-Nouvelle-Guinée fait partie des pays et des territoires du Pacifique qui sont courtisés à la fois par l'Australie et par la Chine dans le cadre d'une lutte d'influence stratégique. Le Premier ministre australien devait signer hier un traité de défense bilatéral avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais la signature a finalement été reportée à demain. Il s'agit d'un accord important qui doit permettre notamment à l'armée australienne de recruter des ressortissants de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui pourront ainsi obtenir la nationalité australienne. Il s'agit aussi aux soldats des deux pays de pouvoir servir dans l'armée de l'autre pays. L'agence France-Presse, qui dit avoir pu consulter le document, rapporte que le traité indique que les deux parties reconnaissent qu'une attaque armée contre l'une des parties dans le Pacifique serait un danger pour la paix et la sécurité des deux parties et que les deux parties agiront pour faire face aux dangers communs en accord avec le processus constitutionnel. Reste à voir si le traité sera bien signé demain, comme cela a été annoncé, car il faut rappeler que le Premier ministre australien devait initialement signer début septembre un accord d'une valeur de 500 millions de dollars australiens avec le Vanuatu, permettant des financements dans les domaines du climat, de l'économie et de la sécurité, un accord qui aurait aussi permis d'affermir la position de l'Australie en tant que principal partenaire de sécurité et de développement de l'archipel. Mais ABC News, un quotidien australien, a indiqué que l'accord n'avait finalement pas été signé, citant une source qui explique le changement par une pression croissante de la Chine. Au Népal, le président Ramchandra Paudel a dissous le Parlement et nommé vendredi dernier Sushila Karki pour diriger un gouvernement de transition chargé de sortir le pays de la crise politique et d'organiser les prochaines élections, dont la date a été fixée au 5 mars 2026. Sushila Karki, âgée de 73 ans, est une ancienne chef de la Cour suprême du Népal et est connue pour son engagement dans la lutte contre la corruption. C'est aussi la première femme à être nommée à la tête d'un gouvernement au Népal et sa nomination est le fruit de négociations entre le président, le chef de l'armée et les leaders du mouvement de rue survenu le 8 septembre dernier. Les manifestants de ce mouvement, caractérisé par une forte représentation de la jeunesse, sont descendus dans la rue après le blocage des réseaux sociaux par les autorités pour dénoncer la corruption, le manque de transparence, les inégalités ou encore pour demander plus d'actions pour lutter contre le chômage. Les manifestants en colère ont brûlé la résidence du Premier ministre et l'enceinte du Parlement, ainsi que plusieurs bâtiments publics, poussant le Premier ministre Sharma Oli à la tête du gouvernement depuis 2015, avec toutefois 2 périodes d'interruption, à présenter sa démission après avoir été évacué par hélicoptère. Les manifestations ont été réprimées dans le sang, les forces de l'ordre utilisant des gaz lacrymogènes et tirant à balles réelles sur la foule, faisant au moins 51 morts et près de 1300 blessés selon un bilan récent. Depuis, le couvre-feu imposé sur la capitale et ses environs a été levé samedi, même si la présence policière et militaire reste renforcée à Katmandou. Le Conseil législatif de Hong Kong a rejeté mercredi dernier le projet de loi sur l'enregistrement des partenariats de même sexe, un texte proposé par le gouvernement pour accorder une reconnaissance limitée aux unions civiles. C'est une déception pour les militants et pour les membres de la communauté LGBT de Hong Kong, qui jugeaient déjà le texte insuffisant, mais qui espéraient tout de même que le Parlement de la région administrative prendrait acte de la décision de la Cour d'appel finale de Hong Kong. La plus haute juridiction du territoire avait en effet rendu une décision en septembre 2023, donnant au gouvernement local un délai de 2 ans pour mettre en place un cadre légal reconnaissant les droits de certains couples de même sexe. Le texte annoncé le 2 juillet par le gouvernement hongkongais ne concernait que les unions enregistrées à l'étranger. Il s'agissait de permettre à ces couples de déposer une demande d'enregistrement pour faire reconnaître leur union, donnant ainsi certains droits concernant notamment les décisions médicales et les visites médicales, les droits en cas de décès d'un des conjoints ou encore de la possibilité de gérer les obsèques et la crémation du conjoint décédé. Notons que c'est la première fois que le Parlement de Hong Kong rejette un projet de loi du gouvernement depuis l'élimination des partis d'opposition au sein de la législature. Ainsi, seuls 14 députés ont voté en faveur du texte, tandis que 71 s'y sont opposés avec une abstention. Citée par le quotidien local Hong Kong Free Press, la députée Maggie Chan, qui s'est exprimée sur son rejet du texte, a estimé que le projet de loi risquait, je cite, de déstabiliser le fondement du système monogame et hétérosexuel de Hong Kong.
tandis que le député indépendant Tony Tse a quant à lui affirmé que le texte reflétait, je cite, « le respect et l'acceptation de l'état de droit, des droits de l'homme et de la diversité dans la société ». Un point de vue partagé par le député Martin Liao, également cité par le quotidien hongkongais, qui a dénoncé un traitement discriminant et injuste des couples de même sexe à Hong Kong. Le chef du gouvernement avait pourtant alerté sur le fait qu'ignorer l'ordre de la Cour aurait de graves conséquences et sur le fait que le Parlement avait l'obligation de légiférer sur la question. Notons que le délai de 2 ans accordé par la Cour d'appel finale de Hong Kong arrivera à expiration le 27 octobre prochain. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.